Bonjour et bienvenue à notre audience dans la salle et à toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne pour ce webinaire du pôle Finance Innovation, donc pôle de compétitivité mondiale dédié à l'accompagnement des acteurs de la finance dans tous ces domaines, assurance, banque, gestion d'actifs, sans oublier donc immobilier, gestion de finances d'entreprise et bien évidemment la finance durable et solidaire qui prend une part de plus en plus importante dans nos activités. Aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'écouter nos experts qui vont vous parler de la thématique du reporting et du pilotage des données ESG, donc qu'on retrouve, qui prend une place de plus en plus prégnante. Et juste avant de passer la parole à Anne-Laure Girin de LCO Legal, je souhaitais juste vous faire un petit reminder. Mardi prochain se tiendra l'Investment Day, donc événement animé par Finance Innovation, jumelé avec le Paris Finance Forum. Dans le cadre de cet événement, certains de nos intervenants du jour prendront la parole dans le cadre d'une table ronde matinale sur la data dans tous ses états, avec notamment une composante autour de l'ESG, les controverses, la donnée. Et l'après-midi, vous pourrez également suivre une table ronde sur la finance durable au cœur des processus de gestion. Je vais passer maintenant la parole à Anne-Laure. Je vous souhaite un excellent webinaire avec Finance Innovation. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver, donc en physique et pour ceux qui sont là, et en digital également, autour de cette très belle table ronde, donc reporting et pilotage des données ESG, état des lieux et stratégie des experts du secteur. Effectivement, aujourd'hui, je suis avec 3 experts du secteur, donc Awida Sabrine, Jean-Emmanuel Chaland-Belval et Alexander Stevens. Donc, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Très rapidement peut-être, avant de rentrer au cœur du sujet, moi je suis Anne-Laure Girin, avocate fondatrice du cabinet Elco Legal, et donc je vais me faire un plaisir d'animer cette table ronde. Donc le cabinet Elco Legal est un cabinet d'avocats en droit des affaires et en fiscalité, et on accompagne les entrepreneurs sur leur structuration de projet et leur financement de projet. Donc qui dit structuration du projet dit forcément réglementation, un sujet qu'on va aborder un petit peu tous ensemble aujourd'hui. Et financement de ces sujets. Donc, on accompagne les entrepreneurs sur le financement de leurs entreprises et on est spécialisé dans certains secteurs et notamment le secteur qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, peut-être avant de vous donner la parole et de vous laisser vous présenter chacun individuellement, on avait un petit peu avec Finance Innovation, on avait pour ambition autour de cette table ronde de mettre en lumière 3 acteurs, 3 entrepreneurs dans ce secteur d'activité pour qu'ils nous expliquent les difficultés, ou non peut-être, vous allez nous dire, d'intervenir sur un secteur qui est en perpétuelle évolution. Et on va le voir ensemble, une évolution d'ailleurs qui, en ce moment, est très rapide. L'idée aussi, c'était de comprendre peut-être votre positionnement. Pourquoi est-ce qu'on se positionne sur un secteur comme celui-ci? Comment est-ce qu'on assure le challenge de travailler avec une réglementation du coup en constante évolution et qui a un impact, j'imagine, direct sur vos business et sur vos stratégies à tous. Je vais vous laisser vous présenter. Peut-être Sabrine en premier. Merci Anne-Laure. Bonjour à tous, je suis Sabrine Awida, je suis cofondatrice et directrice des pratiques ESG, donc qui couvre notamment la partie expertise réglementaire chez WeFin. WeFin est une fintech à impact dont la mission est d'élever les standards de la finance durable et d'en faire la norme. En fait, au départ de WeFin, lors du lancement, on avait cette vision que la finance durable est un outil indispensable et que s'il est bien utilisé, peut réellement résoudre les problématiques environnementales et sociales majeures. Et en fait, en réalité, les acteurs financiers ont du mal à s'approprier cette, si je peux dire, cette âme de transition massive qui est la finance durable, parce qu'ils ne savent pas réellement comment déployer le niveau d'exigence qui est attendu, parce qu'ils sont noyés à la fois sur la multiplicité de la donnée, des données ESG, qui sont effectivement vastes, complexes et dures à articuler, à compléter.
mais aussi avec les exigences de reporting dont on va beaucoup parler aujourd'hui, des réglementations au niveau européen et national. Et aussi, dans tout ça, il faut aussi de l'expertise et c'est assez complexe. Et donc, dès le départ, on avait cette volonté et cette vision de se dire qu'avec la technologie, on pouvait résoudre ces problématiques. Et on a créé donc la plateforme ESG Connect. ESG Connect qui permet à la fois de centraliser, de croiser les différentes sources de données. C'est une plateforme SaaS qui permet effectivement d'intégrer les sources de données, de pouvoir effectivement gérer toute la qualité de la donnée avec les problématiques dont on va parler sur la couverture, les matchings, de pouvoir également créer, piloter ces indicateurs, ces scores de manière personnalisée et bien évidemment d'automatiser les processus comme les reporting, la production des reporting, mais pas que. On va jusqu'au bout, jusqu'à la partie suivi des controverses, sur la partie engagement. Donc en bref, la plateforme, elle est là pour automatiser chaque partie du process ESG pour faire gagner du temps, notamment aux sociétés de gestion et les amener à être plus ambitieuses. Je laisse la parole à Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel. Merci Sabrine. Ravi du coup d'être avec vous aujourd'hui et d'échanger sur cette matinale et très belle table ronde tous ensemble. Donc Greenscope, c'est le one-stop shop ESG plateforme et notre objectif, c'est de venir répondre de façon holistique à l'ensemble des besoins que peuvent rencontrer d'une part les responsables RSE en entreprise dans les PME, ETI, grands groupes, mais aussi d'autre part les responsables ESG dans les institutions financières, en particulier sur le monde du private equity, de l'immobilier et des VC. Et donc, peut-être pour me présenter en quelques mots sur la jeunesse, donc aujourd'hui je suis CEO du coup de Greenscope. Et avant d'être CEO, j'étais directeur commercial dans différents grands groupes. Et j'ai toujours eu cette affinité sur les sujets du coup d'écologie d'une part, de social d'autre part, avec on m'entend bien, oui. Donc avec par exemple des interventions sur des questions d'éducation civique en lycée, coordination. Et donc le souhait assez rapidement de mettre l'impact au cœur de mon activité. Et donc on a créé il y a de ça 1 an et demi avec 4 cofondateurs Greenscope. Et donc, Greenscope, pour rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est ? Greenscope, c'est une plateforme de façon simple qui vous permet d'aller collecter l'ensemble des données ESG, donc sur les sujets d'environnement, social et de gouvernance, avec par exemple tout ce qui est calcul carbone, tout ce qui est calcul d'empreinte biodiversité, tout ce qui est aussi bien sûr les indicateurs sociaux, donc de parité homme-femme, et qui vous permet d'aller non seulement collecter ces éléments-là, mais d'aller contrôler la qualité de la donnée, ce qui est un point clé essentiel. Qualité de la donnée que vous allez pouvoir ensuite transmettre dans les différents supports. Donc, par exemple, transmettre à vos investisseurs dans les PAI quand vous êtes une entreprise, transmettre dans les EET quand vous êtes un fonds d'investissement auprès des banques. Et on vient ensuite aider les sociétés à venir mesurer leurs différents critères, indicateurs, et ensuite reporter en un clic pour venir du coup répondre à vos différents rapports comme la DPEF, comme la CSRD demain. Et aussi venir mettre des plans d'action en place pour venir progresser sur ces différents indicateurs. Là, on pourra rentrer un peu plus dans le détail ensuite. Aujourd'hui, Greenscope, c'est donc 500 entreprises qui reportent déjà sur la plateforme pour écrire un futur que nous souhaitons plus durable. Merci Jean-Emmanuel. Alexander. Merci Alexander Stevens, CEO de Greenomy. Je travaillais à la Commission européenne à l'époque. J'ai vu cette législation très complexe. Je me disais, on a une urgence climatique, on va perdre trop de temps à analyser la législation, l'implémenter. Autant lancer une solution digitale pour faciliter cela. Et donc, on a commencé en 2020 par codifier la taxonomie européenne. On a eu, vous entendez à mon accent, je suis belge, on est basé à Bruxelles, mais en fin 2020, on avait gagné le prix FinTech for Tomorrow, ici, à Paris. Et depuis lors, les choses ont décollé avec l'entrée au capital en tant qu'actionnaire majoritaire du groupe Euroclear en 2022. Qu'est-ce qu'on offre ? On offre tout d'abord un portail corporate pour permettre aujourd'hui à peu près 200 grandes sociétés à générer leur rapport taxonomique et maintenant leur rapport CSRD avec des connexions à leur data lake. On permet aussi aux PME, on en a à peu près 3000, qui soumettent leurs données sur à peu près 35 KPI ESG, qui permet alors de l'autre côté aux banques, aux investisseurs d'obtenir ces données et faire leur propre reporting. On a une solution SFDR pour les asset managers et surtout,
Et c'est le cœur de notre métier. On a une solution pour les banques commerciales pour mesurer le Green Asset Ratio du loan book avec 13 grandes banques européennes connectées et la mutualisation des efforts dans certains pays. On a des banques qui travaillent ensemble et où les acteurs locaux, les boîtes NFRD, CSRD, soumettent leurs données une fois et elles donnent accès à toutes les banques dans cette juridiction. Et donc l'idée, c'est de réduire les coûts pour tout le monde, pour le secteur financier, pour les corporates, d'accélérer la génération de ces rapports. On coupe par 7 le temps nécessaire pour y aboutir et surtout, ne plus perdre de temps sur le reporting et surtout sur l'analyse et l'implémentation d'amélioration du score taxonomique, des performances ESG et autres. Merci Alexander. Donc, vous l'avez compris, on va parler de beaucoup de sujets avec des termes parfois un petit peu complexes qu'on va essayer de simplifier et beaucoup d'acronymes quand même, il faut le dire, hein, dans ce secteur. Alors, ce qu'on va voir tous ensemble, c'est on va essayer de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que concrètement le reporting ESG ? Quelles sont les obligations des entreprises ? Et est-ce que parfois, ça peut être intéressant pour certaines entreprises qui ne sont pas soumises à ces obligations d'y répondre quand même ? Quelles sont les données recueillies et qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin même avec ces données ? Et puis, plus globalement même, quels sont les enjeux autour de ces données ESG ? Alors, on va commencer par un petit focus réglementation. Pour rappel, à l'époque, l'idée globale du reporting, c'était quoi ? C'était la présentation des données des entreprises sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif, c'était de faire en sorte que ces critères soient les piliers d'une gestion responsable à côté des indicateurs responsables de l'entreprise, à côté des indicateurs purement économiques et financiers. Et donc, l'idée sous-jacente, c'était quoi ? Et Sabrine, tu vas pouvoir développer un petit peu. Mais l'idée sous-jacente, il me semble que c'était aussi de se dire que ces indicateurs purement financiers et économiques n'étaient pas suffisants pour arriver à évaluer correctement la pérennité, les performances même d'une société. Alors, tu as travaillé, tu l'as peut-être pas dit, mais tu as travaillé à l'AMF et déjà tu poussais les sociétés un petit peu vers les bonnes pratiques ESG. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de la réglementation et de comment on est arrivé jusqu'ici ? Effectivement, je ne l'ai pas dit, mais 4 ans avant, j'étais place de la Bourse, en face d'ici, au Palais Brongniart. Et à l'époque, effectivement, il n'y avait pas encore de socle réglementaire comme ce qu'on a aujourd'hui. Pas encore de doctrine, par exemple, de l'AMF, mais plutôt d'émergence de bonnes pratiques qui s'articulaient beaucoup autour du label ISR, déjà, parce que c'était un label de process et c'était un bon point d'entrée pour, on va dire, pousser les acteurs à être plus ambitieux dans leur pratique. Et il y avait aussi l'article 173 de la loi de la transition énergétique et de la croissance verte. Donc, j'ai rejoint WIFIN en 2019, pile poil lorsqu'il y a eu le pacte vert. La sortie donc en mode draft de plusieurs textes et dont on a commencé effectivement dans nos présentations respectives déjà à en parler. Donc il y a les réglementations au niveau des corporates, donc CSRD, mais aussi la taxonomie qui touche à la fois effectivement les émetteurs mais aussi les investisseurs. On a SFDR et bien sûr avec MiFID 2 ESG, on a eu effectivement les premiers contours. D'autres réglementations assez phares, mais on va un peu moins en parler aujourd'hui, par exemple sur les green bonds. Donc on va essayer effectivement de faire un topo sur ces réglementations qui, portées par l'Europe avec cet objectif d'accroître la transparence, effectivement, d'aller chercher effectivement plus un langage commun sur ce qui est sur la notion de durabilité, ce qui est considéré comme durable ou non, et aussi de flécher les flux de capitaux vers les investissements verts. Donc ça, c'était le point de départ. Je pense qu'on arrive à un stade en 2023 où tout le monde connaît effectivement ces réglementations, mais si je peux les définir, on va dire, en 2 mots à chaque fois. Taxonomie, j'ai commencé à le dire, c'est donner une classification commune de ce qui est considéré comme durable ou non. Donc là, on se place plutôt au niveau des activités économiques des corporates, donc à un niveau assez granulaire. Donc ça nécessite effectivement beaucoup de données, des données au niveau de chaque activité. C'est assez complexe puisque on va balayer plusieurs secteurs d'activité.
La réglementation, elle a pour vocation de mettre en place des critères qui sont quantitatifs et qualitatifs, qui sont techniques. Donc, il y a eu énormément, effectivement, d'échanges sur les seuils. Est-ce qu'ils ils sont pertinents, pas pertinents? Est-ce qu'il faut les baisser, les relever, etc. Ça nécessite, comme je l'ai dit, ça concerne à la fois les corporates, mais aussi les investisseurs. Et on a demandé quasi en même temps à ces deux entités de reporter quelque chose. Donc, effectivement, ce n'est pas simple, le démarrage, mais aussi l'utilisation de ces données. C'est pour ça, effectivement, qu'ici, autour de la table, on a des spécialistes d'aller chercher cette donnée-là et d'aller la calculer pour le compte des émetteurs. Ensuite, on a SFDR. SFDR, c'est une réglementation effectivement qui concerne les investisseurs, plus au niveau des produits financiers, avec comme objectif d'accroître encore plus la transparence, donc de demander plus de reporting, des reporting au niveau de ce qui est fait au niveau de l'entité, au niveau des produits d'investissement, avec la prise en compte de la double matérialité, l'aspect impact, risque et impact. Et bien sûr, ça a été une réglementation qui a fait beaucoup parler parce que ça a été utilisé comme le point central pour catégoriser les fonds, pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il faut mettre dans telle ou telle information. Et surtout, c'est une réglementation qui fait écho à toutes celles, effectivement, avec la taxonomie, avec MiFID 2, c'est assez central et qui demande beaucoup aussi de travail en ce moment, notamment pour le 30 juin de cette année. On a eu CSRD. CSRD, je pense que mes collègues vont beaucoup aussi en parler. C'est une réglementation qui, au niveau des corporates, qui leur demande aussi d'être transparent sur plusieurs nouveaux points de données à reporter dans leur déclaration de performance extra-financière pour faire effectivement notamment le lien avec SFDR. Comme les investisseurs vont en avoir besoin pour leur reporting, il faut qu'ils trouvent la donnée. Donc, il y a un parallèle qui est fait entre ces deux réglementations. Et à la fin, MiFID 2 ESG, là, on est en bout de chaîne au niveau des distributeurs. Donc, on va toucher directement au client final qui est notamment retail en lui demandant les préférences ESG lors d'un questionnaire. Et là, ce n'est pas n'importe quelle question qu'on va lui poser. On va articuler avec les autres réglementations. On va lui demander pour quel niveau, on va dire, de taxonomie, alignement taxonomie il souhaite avoir dans son produit financier, le pourcentage d'investissement durable et la prise en compte, effectivement, des impacts négatifs. Donc, encore une fois, le lien entre les réglementations. Je fais beaucoup le lien parce que c'est important de se dire que les réglementations ne doivent pas être prises en silo, qu'il faut avoir effectivement à la fois une vision holistique, mais surtout, finalement, les indicateurs vont se retrouver. Et là, j'étais au niveau de l'Europe, mais bien sûr, les initiatives aussi françaises vont également reprendre pas mal des indicateurs comme sur la loi énergie-climat. On va retrouver aussi les risques de durabilité qu'on retrouve dans SFDR avec les risques physiques, risques de transition, la biodiversité, le climat. Donc le paysage réglementaire, il est dense, mais finalement, on va retrouver plein de similitudes, de croisements, d'enchevêtrements qui peut ne pas être simple, effectivement, à appréhender en premier lieu, mais dès que effectivement ça va avancer dans la bonne direction et l'objectif effectivement c'est de pouvoir les croiser, de définir c'est quoi la feuille de route pour les investisseurs professionnels et d'en faire un levier de différenciation. Merci beaucoup Sabrine. C'est important de faire ce petit état des lieux pour voir un petit peu quelles sont les obligations aujourd'hui et surtout pourquoi est-ce qu'on demande ces obligations. Alors, on va parler évidemment d'aspects réglementaires, mais je suis quand même avec 3 entrepreneurs. Donc, moi, ça m'intéresse un petit peu, et je pense que ça vous intéresse tous aussi, de savoir mais comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on lance un business dans ce secteur-là. Il faut être un petit peu visionnaire, j'imagine. Il faut adapter un petit peu son modèle, son outil, son produit en fonction de futures réglementations et de potentielles futures opportunités issues de cette réglementation. Je pense que voilà, ça peut être intéressant un petit peu de discuter de cette histoire. Jean-Emmanuel, peut-être déjà. Moi, ce que j'ai retenu de l'objectif de Greenscope, c'est qu'il y a une proposition
d'une démarche de simplification pour certains acteurs. Et quand on avait un petit peu discuté en amont de cette table ronde, tu m'avais dit que tu qualifiais votre offre d'offre à 360. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Avec plaisir. Peut-être pour du coup prendre simplement un peu de hauteur avant de répondre à la question offre 360. Derrière Greenscope, il y a cette volonté partagée du coup autour de cette table ronde de faire le constat qu'il y a d'un côté une urgence climatique avec 6 ou 7 en fonction des experts limites planétaires qui sont maintenant dépassées. Et d'autre part, qu'il y a tout un projet politique qui se met en place. Par exemple avec les accords de Paris, avec ensuite le Green Deal européen, on en a parlé, et avec du coup cette application de ce projet politique qui s'exprime dans ces différents cadres réglementaires de transparence, qui vise en fait à standardiser la publication des différents acteurs qui ont leurs différents indicateurs environnementaux. Et donc, ce qu'on a constaté chez Greenscope, c'est qu'il était vraiment important de prendre le sujet de façon 360, pas seulement, je dirais, le calcul carbone d'un côté, pas seulement d'être capable de calculer des PI d'autre part, mais vraiment d'être capable de répondre de faire une réponse holistique avec un enjeu central qui était la gestion de la donnée. La gestion de la donnée parce que finalement, l'ensemble de ces réglementations nécessite d'aller sourcer des points de données multiples. Par exemple, vous allez avoir le scope 1, scope 2, scope 3 carbone que vous allez sourcer qui eux-mêmes, pour être calculés, nécessitent d'aller sourcer des sous-catégories sur chacun de ces scopes. Et donc, au-delà de sourcer la donnée, ce qui est important aussi, c'est de justifier cette donnée. Parce que tout vient des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez souscrire, par exemple, à une assurance vie en France, avec la DDA, donc le devoir de conseil, et MiFID 2, et maintenant, les banques ont une obligation de vous proposer des poches durables, du coup, de vous demander si vous souhaitez une poche durable, du coup, et de vous faire un devoir de conseil sur ces aspects-là. Et si vous dites que vous souhaitez du coup avoir un produit dit durable dans votre assurance vie par exemple, eh bien ils vont devoir le sourcer au travers de catégories comme la taxonomie ou la SFDR dont on a parlé. Et donc une fois qu'on a dit ça, eh bien, ça veut dire que les banques doivent aller collecter des produits durables, par exemple un article 9 auprès d'un fonds d'investissement qui lui-même va constituer cet article durable de plusieurs investissements dans plusieurs entreprises dans lesquelles il aura investi, qui elles-mêmes auront répondu à des critères durables. On voit que du coup, à l'origine, il y a vraiment l'entreprise et il y a cette capacité de l'entreprise à produire une donnée de qualité pour qu'ensuite toute la chaîne de valeur puisse avoir un produit qui est fiable et un produit qui est traçable et donc de qualité. Et donc, vraiment, c'est là qu'on se positionne sur le 360 avec une idée chez Greenscope qu'il faut qu'on soit capable de collecter la donnée à la source et ensuite d'amener les justificatifs, mais aussi de porter ces justificatifs tout au long de la chaîne de valeur pour être capable que jusqu'au bout, je dirais à vous en tant que particulier dans la salle, quand vous allez souscrire un produit d'assurance vie, vous soyez sûr de la qualité à laquelle vous allez souscrire. Et donc le 360, c'est quoi? C'est d'un côté d'effectuer de la collecte, de l'autre côté d'effectuer des mesures, du calcul. On l'a dit par exemple sur le calcul carbone, on est aussi assez avancé sur tout ce qui est calcul pour la biodiversité. Aussi sur la biodiversité, on peut distinguer bien sûr les impacts que vous allez avoir sur la biodiversité en tant que société ou en tant qu'investisseur, mais on peut aussi prendre en compte les dépendances. Et de plus en plus, c'est la démarche réglementaire. La démarche réglementaire nous invite aussi à prendre en compte les dépendances, parce que demain, ça veut dire que nos business sont dépendants. Voyez et donc, sur l'ensemble de ces points, on va venir ensuite vous permettre d'aller consolider ces données, d'aller les visualiser, les analyser avec vraiment une gestion big data de l'ensemble des analyses, que ce soit au sein de la société pour qu'elle les transmette ensuite à un investisseur ou au sein de l'investisseur sur l'ensemble de son portefeuille client. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel. Alors, ouais, tu as abordé quand même pas mal de sujets et on reviendra un petit peu dessus, notamment du fait de produire une donnée de qualité, qui est quelque chose, je pense, qui est commun à vous trois. Donc, on reviendra un petit peu sur ce sujet. Avant, Alexander, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, toi, les raisons qui ont poussé à la création de Greenomy, nous faire part de ta vision du secteur et peut-être, est-ce que tu as quels sont les points, enfin peut-être, j'imagine, hein, mais quels sont plutôt les points de blocage que tu as pu voir et ce qui t'ont amené à la création de l'outil? Alors, le business model, je le divise en 4. Il y a la génération de la donnée ESG, sa certification, son partage et l'analyse. En 2027, l'Union européenne va mettre en place le European Single Access Point, où toutes les boîtes CSRD vont être obligées de soumettre leur rapport CSRD en version électronique. Qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur financier? Il y aura une source gratuite de données à laquelle vous pouvez vous connecter. Le problème, c'est, si on revient à la source,
c'est que les entreprises, les corporates, sont un peu perdues pour faire cet exercice. On prend l'exemple de la taxonomie. En 2021, on a collecté à peu près 500 rapports. Uniquement 10% suivaient le format officiel de la législation. Le problème, c'est si l'entreprise ne suit pas le format officiel de ces données taxonomiques, les banques, les investisseurs n'ont pas tout ce qu'il faut pour gérer leur propre reporting. Le secteur financier dépend donc d'estimations, de proxies que Data Provider apporte le temps que les entreprises fassent le nécessaire pour générer le rapport adéquat. Le grand avantage de travailler directement avec ces entreprises, c'est qu'on est confronté à leurs challenges par secteur. Pour résumer, dans la taxonomie, par exemple, c'est quelles sont les activités éligibles qui s'appliquent à nous? Quels sont les codes NAS qu'on doit sélectionner? On a eu certains clients, des grandes boîtes cotées, qui avaient fait des rapports à l'époque, ensuite ont utilisé l'outil et qui ont détecté, voilà, il y a peut-être 2-3 autres activités supplémentaires qui nous aident à pousser le chiffre vers le haut. Une fois que vous sélectionnez vos activités, après, il faut répondre aux critères de la taxonomie. Pour l'hydrogène, c'est 0,8 tonnes de CO2 par tonne de produit. Ce qui veut dire que Air Liquide, par exemple, va devoir mesurer ça. Quelle est l'émission CO2 de notre production d'hydrogène? Les grandes sociétés ont les sensors, tout est mis en place pour faire le nécessaire. Mais pour les sociétés plus petites, c'est un énorme budget. La Commission a estimé que c'est à peu près 2,5 milliards d'euros pour mettre en place toute cette législation de finances durables en Europe. C'est un coût énorme. D'où pourquoi la digitalisation permet éventuellement de réduire ce coût. Pour la CSRD, donc la taxonomie, c'est 2500 data points, la CSRD, c'est 1300 data points. Et on a vu avec la taxonomie, il y a des actes délégués tous les 6, 9, 12 mois. On a un nouveau qui vient de sortir avec 4 autres objectifs environnementaux et à peu près 60 nouvelles activités. Ça évolue constamment. Imaginez, nous, on a une équipe de Regulatory Watch qui suit cette évolution. On doit toujours prendre le draft, préparer le produit, et à peu près 1 mois après l'adoption de la législation finale, on le pousse en live pour nos clients. Et imaginez, pour ces 50 000 sociétés européennes, de faire le nécessaire constamment. C'est un énorme effort. D'où pourquoi, à nouveau, les boîtes RegTech font le nécessaire, certifient cela et mettent à disposition des end-users, des entreprises, l'outil. La CSRD, 1300 data points. Il vous a des éléments qualitatifs, des éléments quantitatifs. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec les grandes entreprises, c'est qu'on construit un data lake. Donc, ces grandes entreprises injectent tous leurs documents, leur système ERP et créent un énorme data lake de données ESG. Sachez que le reporting extra-financier est beaucoup plus complexe que le reporting financier parce qu'il y a toute une série de critères supplémentaires. Le scope est beaucoup plus large. Alors, dans la CSRD, il y a par exemple quel est le pourcentage de femmes au management. Et imaginez chaque année, quand vous êtes une grande multinationale, de voir dans chaque entité trouver cette information. L'avantage d'avoir un data lake, c'est que vous injectez votre Excel avec tous vos employés, le sexe, la position, et le système va automatiquement matcher ces données au data model CSRD qu'on a mis en place, ce qui permet d'automatiser la partie quantitative. Pour la partie qualitative, alors, il y a quelques mois, il y a une technologie exceptionnelle qui est sortie, le Generative AI. On est en train de le tester, c'est un POC, on ne le commercialise pas. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a aujourd'hui 6000 rapports de durabilité comme base de données et on a créé un sort de chat GPT pour la durabilité. Vous mettez, voilà, je suis le CSO d'Air Liquide, j'aimerais mettre en place une politique de management de l'eau. Et alors, on va générer toutes les recommandations de ces rapports, quelles sont les meilleures pratiques pour mettre cela en place et éventuellement filtrer en fonction des boîtes similaires à vous dans votre secteur. Alors, on est au tout début. Mais pour la partie qualitative, cette technologie permet aussi d'accélérer le travail pour ces équipes de reporting. Une fois que le rapport est fait et qu'il est disséminé pour qu'il permet donc aux banques et aux investisseurs d'avoir la donnée précise, pas une estimation, l'important, c'est que le corporate, on va prendre un exemple, je vous ai dit 0,8 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Imaginez que vous êtes à 0,9. Comment arriver à 0,8 ?
Alors pour l'hydrogène, c'est de l'électrolyse. Et si vous connectez à des sources d'électricité renouvelables, ça vous permet de réduire l'impact carbone. Et Air Liquide va pouvoir estimer, voilà, j'ai besoin de 100 millions d'euros pour mettre en place, me connecter à ces sources d'énergie renouvelables. C'est là où Air Liquide peut alors émettre un green bond, aller chez des investisseurs, aller chez une banque, lui faire un prêt. Et l'avantage de Greenomie, où les banques, les investisseurs donnent accès à leur clientèle, à leur participation, un portail corporate, c'est que ces corporates font l'exercice de reporting, mais la granularité des données permet d'identifier exactement là où il y a des anomalies, là où il faut améliorer la durabilité et de tout de suite interagir avec les banques, les investisseurs et de trouver le financement pour améliorer cela. Et donc, on était dans la phase 1 de comprendre qu'est-ce que la taxonomie, la CSRD. Aujourd'hui, c'est comment on l'implémente, quels sont les outils. Mais demain, c'est on a les données, faisons la transition climatique, injectons le capital là où il est nécessaire. Donc, c'est ça ce qui est très important. Donc, génération de données ESG, certification, partage, mais surtout analyse. C'est l'objectif final de cette législation. Merci beaucoup. Ok, bon. Donc, on a vu les points de blocage, on a vu que les acteurs étaient perdus. Vous êtes là pour répondre à ce pain point qui est énorme. On a tous parlé un petit peu de la taille des entreprises. Vous parlez de grandes sociétés, de moyennes sociétés. Effectivement, la maturité, la taille de la société est très importante. C'est déjà la première étape, c'est déjà de comprendre quel est le champ d'application de ces différentes réglementations et qui sont visés par ces réglementations. Peut-être Jean-Emmanuel. Alors, il y a un positionnement qui est un petit peu différent avec Greenscope, même si vos positionnements se rejoignent beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour aller démarcher des sociétés qui sont peut-être pas immédiatement visées par la réglementation? Quels sont les arguments de vente? Est-ce que finalement, c'est un peu ce que tu disais aussi, Alexander, mais la valeur de la donnée est plus importante au bout d'un moment que simplement le traitement réglementaire de tout ce qu'on est en train de dire. Voilà. C'est une excellente question. Qui est concerné par ces réglementations? C'est un petit peu la question de fond. Alors, il y en a qui vont être concernés d'un point de vue de l'obligation légale. Et donc là, c'est ce qu'on a indiqué précédemment. Donc, ça va être les grandes entreprises. Pour faire simple, les entreprises qui ont plus de 250 collaborateurs, il y a d'autres critères qui vont se cumuler sur la CSRD. Et puis pour la SFDR, vous allez avoir plusieurs critères aussi qui vont déterminer quelles sont les sociétés de gestion et les investisseurs qui vont être inclus. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'au-delà de l'aspect du coup de l'obligation réglementaire, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la création de standards et de pratiques de place. Ce qu'on voit, c'est que ce phénomène de la CSRD qui est en train de créer des standards, différents standards du coup de transparence, eh bien, par effet de ruissellement, va concerner aussi les PME qui ne sont pas directement soumises à l'obligation. Parce que ces PME vont avoir un intérêt en fait à publier la même chose que leurs homologues qui sont juste au-dessus pour justement valoriser leurs engagements durables. Et donc ça, c'est un constat qu'on observe aussi bien en termes de tendance pour je dirais, les PME, les sociétés. On voit qu'aujourd'hui, nous, chez Greenscope, on est beaucoup sollicité par des entreprises qui ne sont pas soumises au cadre réglementaire, par exemple des sociétés qui ont 100 collaborateurs, mais qui sont intéressées pour faire valoir, par exemple, une activité durable. Je prends un exemple très récent de production de panneaux solaires. Eh bien, typiquement, si vous produisez des panneaux solaires, c'est très pertinent de vous conformer du coup au cadre réglementaire et de le faire valoir parce que vous allez pouvoir bénéficier de financements préférentiels auprès de vos investisseurs. Les fonds d'investissement aujourd'hui vont rechercher ce type d'activité qui vont pouvoir labelliser ensuite sur un article 9, par exemple. Un article 9, donc c'est un produit durable. Je vais donner un autre exemple. Au niveau des sociétés de gestion, donc au niveau des investisseurs, vous avez par exemple le seuil de 500 millions d'euros d'encours qui fait valoir si vous êtes soumis ou non à la LEC article 29. Qui a été cité précédemment, avec du coup des obligations derrière, en particulier sur l'ESG, le climat, la biodiversité. Et bien, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés de gestion en deçà de ce seuil qui se soumettent en fait à cette réglementation sur la base du volontariat pour publier, par exemple, leurs pratiques
sur les questions, par exemple, de biodiversité, qui vont faire des études assez approfondies sur les impacts, qui vont aller étudier, par exemple, alors il y a différentes sources, hein, il y a Encore, par exemple, qui propose d'aller faire une matrice d'analyse, il y a WWF, vous avez les méthodologies CBF ou de la CDC qui produit des analyses, et donc, ce qu'on voit, c'est que ces sociétés de gestion vont être moteurs pour produire ensuite des analyses et une démarche en faveur, du coup, d'un développement plus durable sur ces sujets. Et donc, la façon peut-être dont on adresse, nous, ce marché, eh bien, c'est d'être réceptif, de ne pas être binaire en disant bah, attention, là, vous ne cochez pas la case, vous êtes au-dessus ou en dessous du seuil. Si vous êtes en dessous, vous n'êtes pas dedans. Non, absolument pas. En fait, c'est de dire si vous vous sentez aujourd'hui concerné par une démarche durable, ces réglementations sont un accélérateur, que vous soyez soumis à l'obligation ou que vous soyez sur la base du volontariat. Ce sera un accélérateur et c'est à prendre sous le sens d'une opportunité. Peut-être aussi pour rebondir sur le scope et le périmètre d'application, on va exactement trouver la même chose aux côtés des investisseurs. Effectivement, Jean-Emmanuel commençait à le dire, il y a des seuils effectivement de déclenchement sur l'article 29 ou sur SFDR. SFDR concerne quand même tout le monde. Hein. Et donc, il y a des bases communes. Tout le monde doit prendre en compte à minima les risques de durabilité. Mais ça va être la même chose du côté de WIFIN. C'est qu'on on va s'adresser à tout type d'investisseurs, qu'ils soient petits, moyens, grands. Finalement, on va dire les enjeux vont être les mêmes pour ces trois types de clients, bien que les grands vont avoir un enjeu encore de taille sur la data. Ils ont beaucoup plus de portefeuilles, des portefeuilles diversifiés, investis dans les small et mid cap, dans les large cap, dans le private equity, etc. Donc, il y a un besoin effectivement de servir tout type de stratégie, tout type de portefeuille et aussi d'intégrer tout type de données, des données qui proviennent effectivement de fournisseurs externes, de sources de données publiques. Effectivement, tu as cité, Jean-Emmanuel, la base Encore pour la biodiversité. Il y en a effectivement d'autres sur le climat. Donc finalement, l'ESG a quand même touché effectivement les émetteurs de toute taille et aussi les investisseurs. Il y a finalement une grande transition, tout le monde est embarqué dans ce chemin vers la durabilité avec comme premier obstacle, et c'est pour ça qu'on est autour de la table aujourd'hui pour parler de la data, parce que c'est là où il y a le plus de points de friction, et je pense qu'on va aussi en parler dans les prochaines questions, et il faut le résoudre en amont pour pouvoir ensuite pour que les investisseurs, les entreprises puissent créer de la valeur et participer à la transition énergétique. Merci Sabrine. Effectivement, on va revenir sur ces notions de financement, direction des capitaux, hein, tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure, et création de valeur qui est quelque chose de fondamental dans ce secteur. Peut-être un peu avant, te laisser la parole là-dessus, Alexander, parce que je pense que tu as plein de choses à nous dire là-dessus. Déjà, est-ce que Sabrine, on peut refaire un petit focus sur la data? J'ai noté que la qualité de la donnée pour tous, hein, et le traitement de ces données était quelque chose de fondamental tous dans vos activités. Tu mets en avant vraiment l'importance de l'angle de la donnée chez WIFIN. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus en détail de ton outil, et est-ce qu'on peut imaginer ce qu'on pourrait faire aussi un petit peu plus avec toute cette donnée à terme? Tout à fait. J'ai commencé à le dire, la donnée, c'est le premier point d'entrée, c'est le nerf de la guerre. C'est pour pouvoir effectivement être bien utilisée, il faut qu'elle soit de bonne qualité, il faut qu'elle soit facilement lisible, et pourtant, c'est là où il y a le plus de friction. Alors, il y a des frictions parce que, en premier lieu, alors moi, je me place vraiment du côté des investisseurs, hein, donc je laisserai effectivement mes collègues encore plus développer la partie sourcée auprès des corporates, cette donnée. Mais déjà, lorsqu'un investisseur, lorsqu'il veut faire de l'ESG, lorsqu'il veut mettre en place une stratégie ESG, il doit à la fois récupérer plein de data pour répondre à différentes exigences réglementaires, mais pas que. Hein. Il y a aussi, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a des initiatives de place, il y a des reporting, par exemple les EET, qui nécessitent d'aller chercher plein de données. Et aujourd'hui, il n'y a pas une source de données qui permet de répondre à tous les
cas de figure, à tous les portefeuilles et qui a une bonne couverture, une bonne qualité, etc. Donc très vite, on se retrouve côté investisseur à mixer plein de données. Et là, la difficulté, elle devient de plus en plus importante parce que c'est là où nous, on intervient. On intervient avec la plateforme. Donc, vous l'avez compris, on s'interface à différentes sources de données. On est en architecture ouverte. Ça veut dire que en fait, on est agnostique à la source de données. Finalement, le client, il arrive avec ses data providers. On va s'intégrer à ces data providers. C'est important. Pourquoi c'est important d'être agnostique pour nous, côté WeFin? C'est pour laisser la souveraineté de la donnée aux investisseurs. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'ESG, il y en a plusieurs. J'ai cité, il y a plusieurs types de portefeuilles. On va pas servir de la même façon, effectivement, un portefeuille immobilier, private equity, un fonds thématique sociale, un fonds thématique environnementale. Donc, il faut laisser effectivement la possibilité de croiser différentes sources providers, sources publiques, des données internes. Beaucoup, effectivement, ont des... c'est pas que les larges sociétés de gestion ou investisseurs au sens large. Même les petits peuvent aussi complémenter par des analyses qualitatives, des analyses quantitatives. On va aller lire des rapports. Donc, il y a déjà une question de récupération des données pour pouvoir les centraliser dans un point unique. Et là vient effectivement les premières frictions sur la qualité de la donnée. Des problèmes de matching. Lorsqu'on centralise plusieurs sources, chaque data source a une codification qui peut être différente. Tous ne travaillent pas, par exemple, avec un code ISIN. Tous ne travaillent pas avec des codes LEI. Donc, il peut y avoir des tickers Bloomberg, des codifications spécifiques à certains fournisseurs de données. Et là, pour le coup, les analystes ESG passent beaucoup de temps. Je pense que je ne vous apprends rien à mettre les bons émetteurs en face des bons indicateurs. Donc là-dessus, nous, on arrive effectivement avec des solutions développées par nos experts des méthodologies de la donnée ESG avec des algorithmes qui permettent effectivement d'augmenter le taux de matching. Voilà, c'est très important pour passer moins de temps pour ces analystes sur le traitement de la donnée. Et bien sûr, ensuite, on a aussi tout un référentiel d'enrichissement pour encore plus augmenter le matching jusqu'à arriver à 100% pour les portefeuilles de nos clients. Autre chose aussi, j'ai parlé de la qualité de la donnée au niveau du matching, mais aussi la qualité de la donnée lorsqu'elle est réceptionnée du côté des fournisseurs. Parfois, effectivement, on s'attend à avoir un format de données. Il peut changer parce que la méthodologie des fournisseurs peut changer. Ça peut être effectivement quelques erreurs opérationnelles. Et là aussi, c'est un travail qui est conséquent du côté des analystes qui passent aussi beaucoup de temps dans ce traitement. Là aussi, on a mis en place des contrôles de la qualité de la donnée, des contrôles techniques et bien sûr, à la fin aussi, possibilité de travailler sur des contrôles plus métiers. Donc, on a le module effectivement sur l'intégration de la donnée. Une fois effectivement qu'elle est bien propre et qu'elle est bien utilisable, on la met à disposition, cette donnée-là, parce que cette donnée, elle va être utilisée de plusieurs façons. La donnée, elle peut être, quand je parle de données, ça peut être de la donnée brute qui est récupérée effectivement. On parle de tonnes de CO2 si on est sur des empreintes carbone, mais ça peut être aussi des données calculées si les investisseurs récupèrent des scores de fournisseurs de données. Et ça peut être aussi des scores personnalisés que vont calculer eux-mêmes les investisseurs. Beaucoup ont une méthodologie propriétaire. Et là, ce qu'ils veulent effectivement, c'est de pouvoir passer du temps sur l'analyse. Et pour ça, on a développé plusieurs fonctionnalités qui leur permettent de mieux l'analyser, d'avoir à la fois un suivi, un bon pilotage des différents engagements sur la trajectoire de degrés, sur effectivement l'impact positif ou l'impact négatif sur la biodiversité, sur les PAI. L'objectif étant qu'ils puissent
faire une analyse de plusieurs manières de cette donnée, de pouvoir effectivement, par exemple, faire un contrôle de variation entre deux fournisseurs. S'ils ont plusieurs fournisseurs qui donnent une intensité carbone, ils vont vouloir aussi voir s'il y a des écarts ou pas et s'il y a une convergence entre les sources. Ils vont vouloir aussi mettre des contrôles sur leurs engagements ESG. S'ils ont des fonds labellisés ISR, s'ils ont des fonds article 9, ils prennent des engagements sur le minimum du Sustainable Investment, sur le minimum d'alignement taxonomique, s'ils ont pris aussi des engagements. Donc là-dessus, il y a besoin effectivement de mettre en place aussi des checks métiers. Et c'est ce qu'on propose avec la plateforme. Et enfin, une fois effectivement où ils ont tout le matériel pour pouvoir prendre des décisions d'investissement à travers ces KPI, l'objectif est de pouvoir la restituer, cette donnée. Donc, c'est là où on arrive vers la partie reporting avec la production de reporting SFDR. On en a effectivement parlé. En ce moment, beaucoup travaillent sur les reporting annuels, périodiques, sur les reporting PAI, sur l'article 29 LEC, mais d'autres initiatives de place comme sur les EET. Donc la donnée, elle est centrale. Il faut bien la traiter au tout départ pour que les acteurs, en fait, notre objectif derrière tout ça, c'est que les acteurs puissent s'approprier à la fois leurs données ESG, puissent créer des stratégies ESG plus ambitieuses et aussi puissent collaborer entre eux. J'ai beaucoup parlé de collaboration au niveau des réglementations, mais c'est de la même façon au niveau des process ESG. L'objectif, c'est que les différents, on va dire, collaborateurs chez un acteur financier puissent à la fois travailler ensemble sur les reportings, sur l'analyse de la donnée. Merci Sabrine. Bon, je pense qu'on comprend tous l'intérêt évident d'externaliser la collecte, la gestion et le traitement de ces données. Si on revient un petit peu sur le traitement, du coup, l'analyse de ces données, tout à l'heure, on a évoqué pas mal de choses. On a évoqué les stratégies de financement des clients, on a évoqué la direction des capitaux, cette qualité de la donnée. Alexander, toi, avec aussi ce que tu fais dans ta société. Est-ce que tu peux nous dire si finalement ces données, est-ce qu'elles sont intégrées dans une stratégie un petit peu plus long terme? Comment plutôt elles sont intégrées? Parce que tu nous as dit que oui, donc tu as déjà répondu à cette question. Mais comment est-ce qu'elles sont intégrées dans une stratégie plus long terme pour tes clients en termes d'investissement, de financement? Alors, dans l'immédiat, les banques investisseurs, ce qu'ils veulent, bon, oui, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, imaginez à l'époque quand il n'y avait pas de standardisation. L'objectif de la taxonomie, c'est aussi mesurer la durabilité de la même manière. Mais malgré cela, vous pouvez avoir plusieurs data providers qui, pour une même société, vont vous donner des scores différents. Et ça, c'est une société où il n'y a pas de reporting qui a été encore fait. Et donc, mettez-vous dans les chaussures d'une banque, d'un investisseur. Vous avez le régulateur qui vient chez vous, qui va regarder comment vous avez fait votre analyse. Qui est responsable? C'est vous ou les participations, vos clients? Aujourd'hui, sur la CSRD, quand vous publiez un rapport CSRD, vous devez faire un audit, une limited assurance, qui est le niveau le plus léger de vérification par vos auditeurs. Et donc, non seulement les banques et investisseurs, ils doivent attendre que les entreprises publient leurs rapports vérifiés, que la donnée soit extraite pour y avoir accès. Et donc, entre-temps, il faut se débrouiller avec qu'est-ce qui est là. Imaginez, vous êtes un fonds private equity, les données de sociétés privées sont inexistantes. Aujourd'hui, les data providers, ils couvrent les sociétés grandes, sociétés cotées, certaines non cotées dans le monde occidental. Imaginez si vous investissez à l'étranger. Alors oui, hier, il y a eu la sortie des standards ASSB, un nouveau standard qui va un peu... On va voir quelle sera l'interaction avec la CSRD et les ISRS. Il y a encore le GRI de l'époque. Donc, pour résumer, une standardisation, mais toujours beaucoup de divergences, un grand challenge pour les banques, les investisseurs, qui vont se faire, où il y aura des vérifications des régulateurs, éventuellement certaines amendes et un coût réputationnel. Les entreprises doivent être poussées à faire cela au plus vite, de manière sérieuse, diligente,
et mettre à disposition des investisseurs du secteur financier les bonnes données. Aujourd'hui, elles ne partagent que le rapport extra-financier avec certains KPI, pas le sous-jacent. Et alors, quand vous êtes une banque investisseur, est-ce qu'aujourd'hui, les banques investisseurs utilisent vraiment la SFDR et la taxonomie pour adapter leur stratégie? Est-ce que c'est le cas? C'était l'objectif pratique, mais ce n'est pas encore le cas. Déjà, les données ne sont pas suffisantes. Ça va venir. Ça va venir, mais ça va venir, c'est l'objectif. Les apps vont aider pour avoir accès à toutes ces données, mais à nouveau, retournons à la source, aux émetteurs. Aujourd'hui, l'émetteur, les équipes de durabilité de grandes entreprises, vous en avez 50 000. Vous n'avez pas 50 000 experts en durabilité aujourd'hui en Europe. La plupart de ces personnes, il y a certains vétérans qui ont fait ça depuis 5, 10, 20 années. La majorité de ces personnes viennent de commencer leur carrière dans la durabilité, doivent apprendre. C'est pas du rocket science, on peut vite apprendre également. Mais c'est dommage que tous ces cerveaux sont mobilisés à faire du pur reporting et pas à nouveau à penser comment on utilise ces données pour améliorer notre durabilité aujourd'hui et pas demain. On n'a pas 20, 30 années devant nous. Il faut agir maintenant dans les prochaines 3, 5 années pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, l'outil permet de vous connecter à votre data lake, de générer les rapports en fonction de la législation, mais vous avez toutes ces données granulaires par secteur, par activité, mais surtout par business unit, pour chaque usine, pour chaque élément de votre entreprise, dans votre multinationale. Et ça, alors, l'idée, c'est de partager cette information avec les personnes sur le terrain pour voir, voilà, d'un point de vue de durabilité, en fonction de la taxonomie, de la CSRD, on n'y est pas. Réfléchissez comment l'année prochaine, dans 2 ans, vous pouvez y arriver. Et générons les recommandations pour chaque secteur, comment y arriver. Donc, j'avais mentionné à nouveau l'exemple d'hydrogène. On génère toutes ces recommandations de tous les pairs dans le secteur. C'est un début. Après, il faut mettre cela en place. Il faut mettre en place des plans de transition. Alors, on mentionne les futures législations. On n'a pas encore mentionné la CS-DDD, qui va rendre obligatoire la mise en place de plans de transition. Et surtout, c'est le plus important, les directeurs sur le board seront responsables personnellement, si ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est aussi très important, une responsabilité personnelle, pas uniquement au niveau de la personne morale. Et donc, ces boards vont pouvoir utiliser ces rapports CSRD taxonomiques, toute la donnée granulaire, et aller analyser voilà, comment mettre ce plan de transition, comment l'implémenter, et surtout parler, interagir avec vos investisseurs et vos banques. Aujourd'hui, le secteur financier obtient ces données, génère le rapport, le publie, éventuellement il y aura des investigations, mais ce qui est important, c'est le shareholder activism. Vous êtes investisseur, vous allez chez votre participation et vous pouvez alors dire, voilà, il faut faire ça, ça et ça si vous voulez qu'on maintienne notre investissement chez vous. Vous émettez une obligation verte. Aujourd'hui, on entend parler de taxonomy linked bonds, taxonomy linked loans, où le taux d'intérêt fluctue en fonction de votre score taxonomique. Donc, aujourd'hui, vous êtes Air Liquide, vous allez chez votre banque, vous disiez, voilà, dans 5 ans, je veux atteindre cet objectif d'alignement taxonomique. Aujourd'hui, le minimum pour le Green Bond Standard européen est de 85% d'alignement taxonomique. D'accord ? Première année, vous dites, voilà, le use of proceeds sera de telle manière pour tel projet. Chaque année, le corporate fait son exercice de reporting. À maturité, si le score est atteint, le coût de capital est réduit. Si le score n'est pas atteint, les taux d'intérêt changent. Et ça aussi, c'est une manière pour les banques, les investisseurs, de mettre la pression sur les entreprises pour permettre cette transition. Et aujourd'hui, on ne parle plus nécessairement que aux équipes de durabilité, les CSO. C'est surtout les CFO qui nous contactent. C'est eux qui réalisent, voilà, cette donnée elle est importante au niveau du board, on peut l'analyser, l'implémenter, trouver du financement, réduire notre coût de capital. Et à nouveau, ce n'est pas une question juste de financement, c'est aussi, quand vous améliorez votre durabilité, vous améliorez vos marges, réduire la consommation d'eau, d'électricité, vous avez de meilleures marges, vous améliorez votre visibilité auprès du grand public, votre top line, vous avez des clients aujourd'hui sensibles, éventuellement qui vont prendre votre score taxonomique comme un proxy, et se dire, outre le score EcoVadis, outre le sigle B Corp,
vont éventuellement prendre le score taxonomique pour dire, bah voilà, je vais acheter chez vous vos produits et services, et donc votre top line va s'améliorer. Et aussi, au niveau des gens qui travaillent dans votre entreprise, les nouveaux talents que vous allez engager, et bien, éventuellement, ce score taxonomique va être une indication de votre objectif en tant qu'entreprise, de là où vous en êtes, où vous voulez aller. Et ça va encourager beaucoup de gens à vous rejoindre. Donc, toute une série d'éléments à prendre en compte pour le long terme. Pourquoi ces données sont importantes aujourd'hui? Pour s'améliorer et atteindre les objectifs de 2050. J'ai le tour d'un petit rebond. J'allais vous demander si vous vouliez rebondir sur ce sujet avant les troisièmes. Excellent. Alors, du coup, volontiers pour rebondir sur le point d'Alexander et en particulier sur la tendance qui est en train d'être générée. Je vais donner un exemple très concret. Les fonds d'investissement publient cette année les PAI, donc les Principal Adverse Impact. Et donc, c'est les incidences négatives qu'ils ont au travers de leurs investissements, donc à travers des sociétés dans lesquelles ils investissent sur l'environnement. C'est quand même très intéressant parce que du coup, vous avez quelque chose de normé, des indicateurs qui sont normés, qui vont être publiés, donc qui seront disponibles en ligne sur leur rapport. Et du coup, qui vont quand même poser beaucoup de questions parce qu'évidemment, il va y avoir du benchmark qui va pouvoir être effectué puisque tout maintenant va être disponible. Et donc, si vous avez 2 fois plus de CO2 émis sur votre scope 1, scope 2, scope 3 par rapport du coup à vos PAI en tant que société de gestion, eh bien, vous allez être à un moment donné dans une situation un petit peu tricky. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces réglementations sont prises. Moi, une question qu'on me pose tout le temps, c'est quelles sont les sanctions? Quand est-ce que ça arrive? Oh, c'est bon, j'ai un petit peu de temps. Voilà. En fait, non, je n'ai pas tant de temps que ça, pour une raison simple, c'est qu'il y a des pratiques de place qui devancent les obligations réglementaires. Toutes les sociétés de gestion ne sont pas obligées de publier leur PAI. La grande majorité cette année vont le faire. Et l'année prochaine, ce sera la très, très grande majorité parce que sinon, vous serez le dernier à ne pas l'avoir fait. Et ces PAI vont pouvoir mettre en place des standards de transparence qui vont pouvoir mettre des points de comparaison. Et donc, c'est extrêmement puissant. Et la problématique, c'est qu'on ne se rend pas trop compte à quel point cette transparence va devancer notre capacité de réaction. Quand vous êtes une société de gestion, si vous avez 2 fois plus d'émissions carbone que le marché, ça va être très compliqué pour venir résorber cette moyenne négative que vous aurez publiée dans vos pays. Ça va être très, très, très compliqué. Il va falloir faire un très gros travail avec vos participations pour les décarboner. Il va falloir faire un très gros travail aussi de réorientation de vos investissements pour investir dans des sociétés qui sont à faible émission. Et donc, vous voyez que tout ça, ça s'anticipe. Et donc, ça, c'est le virage qui n'a pas encore été parfaitement intégré. Alors, je dirais qu'il y a différents stades de maturité. Il y a un niveau de maturité qui est... il y a vraiment une prise de conscience qui est assez loin pour la plupart des PME, ETI, c'est ce dont on se rend compte. Les sociétés de gestion ont considérablement accéléré, donc les investisseurs ont considérablement accéléré cette année avec le recrutement massif de responsables ou de Chief Impact Officer. Maintenant, on passe le cran du dessus dans les différentes sociétés de gestion. Les banques, ça fait un moment aussi du coup qu'il y a une accélération sur ces sujets avec un staffing massif. Et auprès de cabinets de conseil, on a aujourd'hui un recrutement considérable sur ce type de profil avec une problématique de pénurie de talents. Mais un petit peu, moi, le message que je voudrais transmettre, c'est j'entends souvent ces réglementations ne vont pas assez loin, ces réglementations vont trop lentement. En fait, pas tant que ça. Ces réglementations, elles lancent des tendances qui sont en train de considérablement accélérer et qui vont être très claires avec les PAI cette année. C'est un exemple. Sabrine, ça fait une transition parfaite parce qu'on va peut-être parler maintenant de ce qui se passe actuellement. On entend plein de choses dans les actualités aujourd'hui, là, ce mois de juin. Et quelles sont les perspectives futures par rapport à ça? Alors, moi, j'entends pas souvent que les réglementations ne vont pas assez loin. Mais c'est... Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus sur ce qui se passe aujourd'hui et pour WeFin, quelles sont les perspectives futures aussi? Tout à fait. Effectivement, les réglementations vont assez loin. Après, la mise en route, effectivement, pour les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient effectivement corporate ou investisseurs, ça prend du temps et c'est normal parce qu'effectivement, le temps que tout ça se mette en place, il y a eu plusieurs étapes entre comprendre ces réglementations, quelles données on doit récupérer, comprendre les méthodologies, mettre en place ces reporting, itérer sur ces reporting. On le voit, hein, donc déjà l'exercice de SFDR qui avait déjà commencé entre les classifications en 2021, les nouvelles politiques, en début d'année, ça a été plus effectivement les documents précontractuels, et maintenant c'est les périodiques. On voit que là, l'heure est à la fois
de la consolidation de ces reporting, de faire émerger les bonnes pratiques, mais aussi lors du bilan au niveau des régulateurs. Et c'est là-dessus, effectivement, que je vais plus axer ma partie. C'est quoi les perspectives futures? C'est lors du bilan, il y a eu cette année, et même assez récemment, beaucoup effectivement, de précisions, de Q&A, des consultations publiques sur toutes les réglementations. Et même aussi tester aussi le marché, par exemple l'ESMA, avec est-ce que toucher à la dénomination des fonds, mettre des règles, etc. Est-ce que c'est une bonne ou pas, une bonne idée ou pas. Donc c'est lors du bilan, il y a le constat de ce qui a bien marché, ce qui a renforcé, et aussi en ce moment, effectivement, il y a par exemple les révisions des RTS niveau 2 côté SFDR. Là-dessus, je vais aussi faire un topo de ce qu'a dit Alexander, c'est que ça va vite, mais aussi il y a besoin d'évolutivité, ça va beaucoup changer. Côté corporate, c'est le cas, côté investisseur aussi. Donc, il faut qu'effectivement que les solutions et les outils puissent s'adapter à cette évolutivité. C'est ce que nous, on embarque du côté de WIFIN. C'est que dès que le format de reporting change, il faut que ça soit immédiatement disponible pour nos clients. Et c'est ça c'est ce qu'on va attendre. Hein. On va s'attendre à de nouveau encore des indicateurs, par exemple l'inclusion dans des nouveaux PAI sociaux. Donc, ça va aussi impacter d'aller récupérer de nouvelles sources de données auprès des fournisseurs et donc des corporates. Les formats de reporting vont changer. Et aussi, il y a cette émergence de discussions de place sur est-ce que finalement, la promesse de ces réglementations tient encore, qui est plus de transparence pour lutter contre le greenwashing. Alors, il y a eu effectivement des propositions pour mettre des règles beaucoup plus strictes, pour aller vers la plus standardisation. Autant sur la partie corporate, c'est important, la standardisation, pour que l'utilisation de la donnée elle soit plus simple. Autant effectivement la standardisation des règles pour prétendre à un label, c'est effectivement important. Mais pour ces réglementations qui sont plutôt sur œuvrer pour la transparence, aller vers des règles minimum pour pouvoir être article 8 ou article 9, c'est pas forcément une bonne chose, la standardisation, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit avec nos différents effectivement paroles d'experts, c'est que il n'y a pas une seule façon de faire de l'ESG, il y a plusieurs stratégies possibles, il y a plusieurs use cases, etc. Donc standardiser les pratiques, ça ne va pas effectivement améliorer du côté des investisseurs la lisibilité ou améliorer effectivement encore plus la transparence. Donc, on est l'heure du bilan. Effectivement, il y a beaucoup de discussions encore au niveau de la Commission européenne. Il y a certaines réglementations qui sont là et qui ont pu effectivement bien avancer. Il y a eu un petit coup d'accélérateur avec la taxonomie européenne, avec les 4 autres objectifs environnementaux. Enfin, ils sont sortis. CSRD, plus compliqué. Beaucoup de lobbies effectivement qui sont arrivés pour on va dire, diminuer le nombre de points de données et la portée de cette réglementation. SFDR, on peut s'attendre effectivement à encore des évolutions, donc il faut faire beaucoup de veille. On a parlé beaucoup de demandes d'expertise, ce que n'ont pas forcément beaucoup les différents acteurs financiers. Et nous, du côté de WIFIN, on essaie effectivement d'être le catalyseur de cette transformation à travers la finance durable, en apportant à la fois l'expertise, l'outil pour apporter la flexibilité, l'évolutivité en face de cette réglementation qui est en constante évolution. Et ça, on le fait effectivement depuis la création en 2018. Et je finis effectivement avec une perspective future pour la boîte. C'est que effectivement, on va intégrer les nouvelles réglementations, évolutivité, en adressant aussi, comme je l'ai dit, tous les types de process. On parle de reporting, mais
il faut aussi aller jusqu'au bout pour que la transition elle soit la plus impactante possible, aller vers l'engagement actionnarial, faciliter encore plus le dialogue qu'ont les investisseurs avec les entreprises et aussi permettre aux investisseurs finaux de pouvoir comprendre où est-ce qu'ils veulent investir, est-ce que les fonds sont en lien avec leurs préférences de durabilité. Bon, on n'a pas parlé je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez évoquer ou dans la salle, mais toute cette réglementation au niveau des fournisseurs de données qui est en train de voir le jour aussi. Là-dessus, peut-être que mes deux camarades peuvent donner leur point de vue. Ça, c'est important, cette réglementation, de demander aux fournisseurs de données d'être encore plus transparents sur la donnée qu'ils vont fournir et leur méthodologie. Nous, ça ne va pas nous impacter parce qu'on est agnostique à la donnée, mais peut-être que Jean-Emmanuel ou Alexander voulaient réagir là-dessus. C'est la suite logique des règles qui étaient mises en place pour les agences de cotation et de permettre une certaine transparence, de voir d'où vient la donnée et en cas d'investigation, de savoir qui est responsable aussi. Je pense que c'est surtout ça. Et c'est faire en sorte que tout le monde est responsabilisé et qu'on ne peut pas rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Emmanuel ? Un petit mot en complément. On a beaucoup parlé de reporting, et c'est normal parce qu'on a beaucoup parlé de réglementation qui génère du reporting. Les sous-jacents, c'est les données. Et comment est-ce qu'on transmet ces données, comment est-ce qu'on vérifie la qualité. Et peut-être deux ouvertures en termes de perspective aussi. Une ouverture sur l'amont. Il y a un point qui est intéressant au-delà du reporting, je pense, qui est généré par toute cette tendance maintenant et tous ces enjeux ESG, c'est d'effectuer des due diligence de qualité pour les investisseurs. Donc, en amont du coup de vos process, c'est d'être capable maintenant de mieux analyser l'ensemble de vos risques, mais aussi vos dépendances. Hein. Il y a les deux sujets. Hein. Il y a d'un côté mes impacts. Comment est-ce que j'impacte négativement l'environnement, par exemple, mais aussi de quel service, par exemple, écosystémique je vais dépendre. On voit qu'aujourd'hui, 50% des sociétés sont directement dépendantes d'un service écosystémique. Directement, ça veut dire qu'elles le sont elles-mêmes, pas au travers d'un fournisseur, et leur propre chaîne de valeur, leurs propres fournisseurs sont dépendants. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas seulement l'angle de quels impacts je génère, mais aussi des dépendances. Et donc, tout ça, c'est dans les due diligence, d'être capable d'être en amont sur une analyse beaucoup plus fine, nécessité beaucoup plus systématisée, pas seulement de faire de temps en temps une due diligence, mais de le systématiser pour l'ensemble des investissements. Et donc ça, c'est par exemple quelque chose chez Greenscope sur lesquels on intervient maintenant pour automatiser ces due diligence, permettre aux investisseurs d'avoir une grille de lecture en rentrant par exemple le sous-code NAS de la société pour avoir des questions très ciblées sur le risque qui est identifié. Je donne un exemple, par exemple, si vous investissez dans ChatGPT au hasard, eh bien, vous pouvez vous poser légitimement certaines questions, par exemple sur le risque de propagande, le risque de fake news, etc., qui peuvent être divulgués. Donc c'est tout ce type de questions qu'on vient automatiser dans la due diligence. Ça, c'est l'amont. Et l'aval, eh bien, c'est cette nécessité d'action au-delà du reporting. Une fois que vous avez un bon reporting, vous avez une bonne photographie de de votre empreinte sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, eh bien, c'est comment vous agissez. Et là aussi, chez Greenscope, on va venir vous accompagner avec des plans d'action très interactifs et qu'on veut interactifs non seulement en interne dans votre société, mais avec toutes vos parties prenantes. Par exemple, si vous êtes une entreprise, on va pouvoir avoir des plans d'action partagés avec vos fournisseurs pour aller, par exemple, améliorer tout ce qui est de la décarbonation du poste fournisseur. Et de la chaîne logistique, par exemple. Sur les investisseurs, on va vous proposer d'être en interaction avec vos participations pour le private equity, par exemple, pour venir mettre des plans d'action et harmoniser vos plans d'action. Donc, c'est vraiment cette idée que agir seul, c'est bien, mais c'est plus suffisant. Et donc, on vous propose du coup ce maillage et ces interactions en termes de plans d'action. Merci Jean-Emmanuel. Donc, vraiment, deux mots quand même, responsabilité, anticipation. C'est vraiment l'objectif. Peut-être avant de laisser la possibilité à chacun et chacune de nous poser des questions, enfin de leur poser des questions. Alexander, tu as un profil un petit peu particulier, Commission européenne. Au regard de cette expérience, est-ce que tu peux nous faire peut-être, pour ouvrir un petit peu l'intérêt en fait, de cette réglementation européenne, on est très en avance aussi.
par rapport au monde, par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres marchés. Est-ce qu'on peut avoir ton petit retour d'expérience là-dessus? Absolument. Donc, je viens de Bruxelles et il y a un terme géopolitique qui s'appelle le Brussels Effect. Vous connaissez la GDPR qui a été répliquée partout dans le monde. L'Europe était la première. Ici, pour ce qui est des taxonomies, c'est la même chose. La taxonomie européenne a inspiré à peu près 24 taxonomies aujourd'hui qui sont en train d'être mises en place. En Afrique du Sud, en Colombie, à Hong Kong, au Canada, en Australie, en fin d'année. Et donc, il y a une inflation de taxonomie et à nouveau donc de standardisation locale. Mais quelle est l'interopérabilité entre ces différentes taxonomies? Quand vous regardez dans la donnée elle-même, les critères, et vous comparez, il y a à peu près 60-70% de similarité entre ces différentes taxonomies. Imaginez, vous êtes un émetteur sud-africain. Vous allez faire votre screening sur la taxonomie sud-africaine et ensuite vous allez chercher des investissements chez un investisseur européen qui va vous demander la donnée taxonomique, mais sous le régime européen. Pourquoi faire 2 screenings différents sur 2 taxonomies différentes? D'un point de vue législatif, donc, vous allez faire la taxonomie sud-africaine qui est volontaire alors que celle en Europe est obligatoire, mais vous voulez quand même avoir accès au financement européen, et donc vous allez devoir faire le nécessaire. Pour ce qui est de la CSRD s'applique à 50 000 acteurs européens, mais elle s'applique aussi à 10 000 acteurs hors Union européenne. Pour résumer, si vous êtes une société non européenne qui est cotée en Europe sur les marchés régulés, vous devez faire un rapport CSRD. Si vous êtes une entreprise non européenne qui génère plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires par année, vous devez faire un rapport CSRD. Il y a à peu près 3000 boîtes américaines qui doivent faire ce rapport CSRD au niveau du groupe, aux États-Unis même. Donc imaginez l'équipe de durabilité aux États-Unis qui doit contacter l'équipe en Europe, mais aussi toutes les autres équipes de durabilité partout dans le monde pour collecter ces données sous la méthodologie européenne. Donc il y a l'extraterritorialité qui s'applique. Et donc c'est à nouveau ce Brussels Effect où on a été suffisamment malin pour imposer cette transition, cet impact, en invitant tous ceux qui veulent faire du business avec l'Europe d'également de faire ce screening. Mais c'est un coût supplémentaire, il y a beaucoup de pression politique, de lobby aussi. Alors, une des solutions éventuelles, c'est la reconnaissance mutuelle. Ça veut dire que si vous faites une boîte américaine, votre screening sous le Climate Disclosure Requirements de la SEC, qui vont être bientôt publiés, eh bien, éventuellement, c'est reconnu comme équivalent au screening européen, CSRD et SRS. Pour la SSB et la CSRD, il y a éventuellement cette idée de reconnaissance mutuelle. Elle est unilatérale pour l'instant, éventuellement elle sera bilatérale. Et pour tout ce qui est de toutes ces taxonomies internationales, ça va prendre des années pour trouver un accord politique. Vous avez une plateforme internationale de la finance durable où la Chine et l'Union européenne sont co-chairs. Il y a à peu près 25 pays qui sont membres. L'idée, c'est de créer une common ground taxonomie qui s'applique partout dans le monde, et alors on rajoute ces spécificités locales. Donc, d'un point de vue pratique, ça augmente la complexité d'avoir plusieurs frameworks internationaux. D'un point de vue technologique, aujourd'hui, on a codifié la taxonomie européenne et 4 autres taxonomies internationales. Le système, ce qu'il fait, puisqu'on a des data models pour chaque taxonomie, on voit, voilà, ce critère est exactement le même dans un autre régime. La donnée que vous avez soumise pour ce rapport est tout de suite répliquée ailleurs. Par contre, pour les 30-40% de différence, on vous indique exactement qu'est-ce qu'il faut soumettre comme des données supplémentaires. Donc, on permet d'éviter de dupliquer le travail et d'aller directement à ce qui est nécessaire. Éventuellement, il y aura un accord politique pour cette interopérabilité. On l'espère en tout cas entre la CSRD et la SSB. Et pour ce qui est des autres taxonomies, c'est la seule solution technologique qu'on peut apporter jusqu'à présent. En tout cas, quand l'Europe tire un peu le monde, quoi. Tire le monde, mais surtout, c'est important, l'interopérabilité, c'est parce que la transition climatique, c'est pas, elle doit être partout. Il faut que ces capitaux puissent aller partout, aux pays émergents et autres, pour qu'on soit tous au même niveau et qu'on puisse y arriver en 2050. Alors, peut-être influer plutôt que tirer. Très bien, merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut prendre, merci à tous, est-ce qu'on peut prendre des questions peut-être dans la salle ou en ligne? Je n'ai pas accès aux questions en ligne. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Alors, on a une première question. Question pour Greenomy. Comment couvrez-vous les sociétés extra-européennes? Voilà, donc c'est aujourd'hui, on a toute une série de clients européens, mais parmi ces clients européens, il y a des entités de multinationales basées à l'étranger, notamment aux États-Unis, où on leur permet déjà de faire l'exercice en Europe. Et alors, on entraîne les équipes aux États-Unis à se connecter sur la plateforme, à comprendre qu'est-ce que la CSRD, quelles sont les données qu'ils doivent collecter, et mettre en place ces data lakes pour toutes les entités multinationales, injecter la donnée et faire le reporting nécessaire. Et donc, on a engagé une représentante exclusivement qui se concentre sur ces 10 000 acteurs hors Europe, et qui est aujourd'hui, je pense, à Boston, en train de rencontrer toute une série d'acteurs américains pour les assister. Et donc, déjà, à partir d'ici, avec les chambres de commerce américaines et autres, japonaises, brésiliennes et même australiennes, nous avons toute une série de boîtes non européennes qui nous ont contactés. Et donc, c'est au niveau du QG qu'on travaille avec elles. Mais l'obligation n'est pas immédiate. C'est à peu près fin 2027 que le reporting doit être fait, mais déjà aujourd'hui, elle se prépare pour y arriver. Ensuite, une autre question. Pour un gérant d'actifs qui vise le label ISR, est-ce qu'une de vos plateformes peut l'aider à calculer ses listes d'exclusion d'émetteurs à partir de règles best-in-class customisables sur son univers d'investissement? Je pense que je peux prendre. Tout à fait. C'est exactement un des cas de figure qu'on a beaucoup sur la plateforme. Pour le label ISR, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est suivre les engagements qu'on a pris, que ce soit sur les exclusions, sur le taux de sélectivité, sur la note ESG minimale, s'il y a une note seuil, etc. Et avec la plateforme, donc, on peut paramétrer ce type de check, de vérifier à la fois si l'émetteur ne fait pas partie de la liste d'exclusion. Donc, voilà, on paramètre en fonction de si on a une liste d'exclusion charbon en fonction du chiffre d'affaires, etc. Donc, on s'intègre à des listes publiques comme celle d'Urgewald, qui donne pour la partie énergie fossile. On peut paramétrer des checks sur le taux de couverture. Si on veut un taux de couverture minimum de 90%, c'est ce qui est demandé pour le label ISR, sur le taux de sélectivité. Donc, là-dessus, ça permet à la fois aux gérants de s'assurer en cours de ces investissements qu'il n'est pas en breach réglementaire, au RCCI de vérifier lors de ses contrôles mensuels, annuels, que tout est bien carré, et de pouvoir ensuite effectivement faire les reportings mensuels en s'assurant qu'il n'y a pas de rattrapage à faire à la fin de l'année. Donc complètement. Merci. Il n'y a plus de questions en ligne? Jean-Emmanuel, est-ce que tu veux... Ah, et on a une question. J'allais te proposer le mot de la fin, mais tu pourras peut-être... Merci pour la présentation. Bon, ça marche. Ma question, c'est que comment on justifie les données calculées ou estimées? Comment justifier? Et en particulier, dans quel cas d'usage? J'imagine que pour le reporting ESG, on n'a pas toutes les données et parfois il faut enrichir et il faut estimer à partir des modèles ou générer de l'intelligence artificielle. Et comment on les justifie? Alors, je peux répondre pour en particulier tout ce qui est le non-coté. Sur le non-coté, aujourd'hui, il y a plusieurs pratiques de marché. Donc, en effet, quand on parle de données, il y a les données que vous allez être capable de directement calculer et chercher à la source. Donc, par exemple, je prends l'exemple du carbone parce qu'il est facile. Je vais être capable de solliciter une de mes sociétés en portefeuille pour qu'elle effectue un calcul carbone sur son scope 1, scope 2, scope 3. Et donc, à partir de là, je vais avoir, par exemple, un calcul basé sur les flux physiques qui est effectué, pourquoi pas, avec un cabinet de conseil avec elle. Donc ça, c'est un cas de figure. Et là, j'ai quelque chose de très précis. Mais effectivement, si, par exemple, je dois répondre à mes PAI là, dans le cadre du coût réglementaire, eh bien, je peux avoir
qu'une partie de mon portefeuille qui effectuait cet exercice, donc qu'une partie, par exemple 60% de mon portefeuille qui effectuait un calcul carbone avec par exemple la méthode de l'ADEME. Et donc, là, je vais avoir un enjeu qui est d'une part d'essayer de solliciter mes autres participations pour faire un calcul carbone monétaire, c'est-à-dire simplifié. Et donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on vient vous permettre avec Greenscope, c'est-à-dire on peut permettre de faire le calcul sur les flux physiques, mais on peut aussi permettre d'aller faire un rattrapage plus rapide pour certaines sociétés qui n'auraient pas répondu sur du monétaire. Et enfin, il y a ceux qui vont de toute façon ne pas répondre ni à un calcul carbone sur les flux physiques, ni à un calcul carbone sur les monétaires. Et donc là, il y a une estimation effectuée. Et donc là, la façon dont on fonctionne, en tout cas de notre côté, c'est de proposer un proxy. Voilà, de dire en proxy, pour telle activité, vous avez tant de chiffre d'affaires, vous êtes dans telle localisation, tel du coup sous-code NAS, eh bien, on est capable de vous donner un ordre de grandeur de votre impact carbone. Et donc, la recommandation qu'on fait, nous, au niveau des sociétés de gestion, sur l'agrégation de ces différentes méthodologies, eh bien, c'est de le stipuler. Par exemple, quand vous déclarez vos PAI, c'est de dire, ben voilà, j'ai eu 60% qui étaient sur un calcul carbone flux physique, X% qui étaient sur un monétaire et X% sur un proxy. Et là, d'un point de vue méthodologique, eh bien, on peut dire que vous avez fait le maximum. Et puis, un autre point que vous pouvez rajouter, c'est bien sûr mettre un plan de progrès pour toujours plus vous éloigner du proxy et vous rapprocher d'une analyse sur les flux physiques réels. Voilà. Donc ça, c'est valable pour le non-côté. Pour le côté, il y a d'autres méthodes ou d'autres façons de faire, j'imagine. Oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons de faire des proxys. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement parce que les données ne sont pas toujours bien couvertes, etc. Le plus important, c'est la transparence ensuite qu'on fait dans les reporting pour donner le pourcentage de ce qui est estimé et de ce qui est réel et d'expliquer effectivement avec un plan d'action. Et dans tous les cas, en ce moment, on se trouve effectivement dans un momentum où c'est compliqué de faire autrement, mais avec CSRD, avec taxonomie qui vont de plus en plus avancer, on va beaucoup plus s'approcher vers des données réelles et sortir un peu des données estimées, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très utilisé par les investisseurs. Donc, pas de problème. Merci à tous. Encore une petite question, on n'a peut-être pas le temps. Non, on n'a plus le temps. Il y en a une ? Sur le cloud, à Francfort et en backup à Paris. Mais pour certains clients, on peut adapter. Il y a des environnements spécifiques qu'on peut mettre en place. AWS sur le cloud en Europe. Alors, je sais, en Irlande. À Paris. À Paris, chez Google, Paris et Microsoft. En tout cas, en termes de sécurité des données, je pense que dans les 3 cas, ça répond très, très bien. C'est parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, merci à tous les 3. Vraiment, c'était très enrichissant, très intéressant, je pense, pour tous. Et ben, je vous dis plein de belles perspectives pour vos sociétés et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.